nous sommes redevables à la population congolaise et tout ce que nous faisons, de nuit comme de jour, nous avons l'obligation citoyenne de dire à notre peuple ce que nous faisons, comment nous le faisons et pourquoi nous le faisons en ce moment précis, mieux en tout cas que par le passé. Mais avant de devoir animer le point de presse de ces jours, je veux vous inviter, avec beaucoup de parcimonie, je veux vous inviter à voir un petit document que nous avons réalisé sur la manière dont les forces armées ont opéré pour arriver à l'objectif final qui était recherché, celui de la conquête de Madina, le dernier bastion de l'ADF, là d'où était programmée la mort, la terreur, là d'où venait le malheur qui s'abattait sur la population du Grand Nord en général, des Béni, des Boutem et de Lubero en particulier. Donc à l'issue de ce petit document d'environ 10 minutes que vous allez visionner maintenant, je vais alors animer ce point de presse et vous aurez le loisir à l'issue de cette deuxième étape de poser des questions s'il y en aura. Merci beaucoup. Madina, c'est un village. Je crois que Madina, c'est une ville. En réalité, si vous regardez l'histoire administrative de notre pays, Madina n'existe pas comme entité administrative. Mais c'est plutôt un nom d'emprunt que les islamistes ont pris de Médina en Amérique, en Arabie Saoudite, pour baptiser une localité dans la forêt, une forêt dans ce touffu dans notre pays, là où ils sont allés s'installer pour programmer la mort et semer la terreur dans la population, dans le Grand Nord, spécialement à Béni. Donc voilà, c'est cette entrée, cette conquête-là, dans cette contrée-là, que nos forces armées sont allées conquérir. Ils sont montés à l'assaut parce qu'il fallait absolument arriver là-bas, conquérir et mettre un terme aux souffrances de la population avec une unité morale. Pour tous ceux qui voudraient, à l'issue de la séance, avoir ce document, ce n'est pas un document secret, c'est lui qui a son flash, il me le donne, et on lui met sur place ici, on lui donne des partenaires, c'est pas le document secret. Voilà un bunker. Quand vous entendez parler de bunker, voilà des fortifications en dessous du sol. Nos bombardons dessus, ils sont enterrés là-dedans. Et les bombes ne pénètrent pas jusqu'au-delà de 5 mètres. Et ces messieurs viennent tuer, viennent semer la terreur. Voilà cette dame. Cette dame m'a même menacé moi paiement. Et il m'a dit si elle m'attrapait, elle pourrait m'étrangler et me tuer. Elle a accouché devant nous. Elle a tué son enfant. Elle. Les gens que vous voyez là, ce sont parmi les 6 ADF les plus recherchés. Les commandants de l'ADF. Ils étaient 6. Nous avons neutralisé de manière définitive 5 que vous voyez. Des buveurs de sang, des égorgeurs, des tueurs patentés, qui n'ont pitié des personnes. Et quand ils attaquent quelqu'un, ils le tuent. Et c'est ça leur travail. Leur design, leurs besoins, leur volonté, leur désir au quotidien de tuer, de décapiter, de faire le mal. Et donc de produire la terreur dans l'opinion, dans la population. Cela, voilà les bombes artisanales. C'est ça, c'est bon. Voilà, celui-là on l'a permis. Ça c'est des bombes artisanales. Ça se fabrique avec des tessons de bouteilles, des batteries, des flèches, des clous. Et tout ce qu'ils attrapent par terre, ils mettent dedans. Ils ajoutent ce qu'ils veulent. Et quand ça explose, vous voyez la chair de corne-vif, le conserve, voilà, après corne-vif, on voit la chair humaine. Mais quand ces histoires-là, voilà, ça c'est à l'entrée des Madina, le piège qu'ils avaient tendu contre nos hommes. Il suffisait de marcher sur une petite corde, tout cela éclatait. Et en éclatant, ça dépassait même la bombe atomique, la déflagration. Voilà. Quand je suis arrivé à Kididioué et à La Haye, j'ai touché ce document-là, le Coran. C'est ainsi qu'une fatwa a été lancée contre moi. Il a été dit, quiconque verra l'homme qui est sur cette photo, quiconque le croisera en route, n'importe où, cet homme, il faut le tuer. Parce que c'est un infidèle, kafri. Un infidèle, il a touché le Coran, le livre saint, il doit mourir. Tout celui qui le tuera, femme, homme, enfant, islamiste dans le monde, qui tuera cet homme-là, Allah lui donnera une place au paradis.
Nous sommes venus après la conquête par les hommes de l'infanterie. Et nos avions, Sukhoi, qui quittent, qui s'engagent, qui vont bombarder là-bas, ça c'est un vecteur de transport, notre avion à nous, c'est lui avec lequel nous faisons tous les déplacements. Il y a des gens dans cette salle qui ont vu, notamment l'AFP et d'autres, ils l'ont vu à l'aéroport de ma ville à Béni. Cet avion, nous sommes allés partout avec, il y en a 3 là-bas. Vos avions que vous avez achetés avec votre argent, vous, contribuables congolais, ce sont ces avions-là qui nous aident à aller partout. Et quand nous terminons de nous déplacer, nous revenons faire notre travail, comme vous l'avez vu. Il sert non seulement à transporter la nourriture, les médicaments, à évacuer les malades et les blessés de nos forces armées, y compris la population, au service de laquelle nous travaillons. Il nous aide aussi à aller sur le théâtre, voir ce qui se passe, faire le renseignement, récolter le renseignement, mais également mener des opérations en profondeur, là où on n'a pas encore mis ces hommes là-bas. Et au service de notre communauté, le génie militaire s'est effectué de rétablir une fontaine d'eau, voilà, de l'eau, pour permettre à la population de vivre normalement. C'est le monsieur qui parle là, en béret noir, c'est le général Mouéka, qui est patron en second au corps de génie de forces armées. Il est installé là-bas pour rouvrir tous les axes routiers, viabiliser les sites que la population recoupe après conquête et permettre aux gens de vivre normalement parce qu'on est en phase de consolidation des acquis, en tout cas acquis militaires. Ça, vous voyez, cet homme, la plupart des gens traitent des militaires comme des sous-hommes. Vous voyez à quel endroit il se trouve avec son arme et qu'est-ce qu'il est en train de faire. Ce n'est pas une salle climatisée, ce n'est pas un bureau dans un gratte-ciel, c'est la forêt du fou. C'est l'endroit où il y a la mort, ce qu'on appelle le triangle de la mort, c'est là. Voilà, ils sont là. Pendant que nous, on est ici dans ce bureau, pendant que les gens sont dans leur maison, n'importe où, eux, ils sont là parce qu'ils ont prêté serment, ils ont dit, nous allons mourir pour notre peuple, nous allons nous sacrifier pour que la liberté soit totale et que les peuples congolais vivent dans la paix. Ils sont là. Et le chef d'État national est allé hier sur les théâtres, là où personne ne mettait ses pieds. Il est allé hier voir la fontaine installée par le génie militaire. Il y a de l'eau maintenant pour la population. Également, le génie militaire a ouvert les axes routiers pour permettre de relier les contrées les unes aux autres. Et vous allez voir, voilà, axe Kassinga Kididiwe Mbao. Cette route, c'était une route, il y a plus de 20 ans. Elle était fermée, elle était devenue la forêt dense. On a ouvert, elle est redevenue la route. En tout cas, plus de 21 km ont été déjà faits sur 62. On est en train de faire, et d'ici la fin de la semaine, tout le reste sera dégagé. Parce que cet axe-là est étalé sur 66 km. Et donc, la route nationale numéro 4, elle a été visitée hier par le chef d'état-major général, après que le génie militaire ait fait ce travail et rouvert cette route au trafic pour permettre, vous savez que là-bas la population totalement vouée à l'agriculture, il y a beaucoup de produits qui pourrissaient dans le champ. Ces hommes-là, par exemple, là où ils sont, c'est en pleine route. Mais voilà ce qui avait poussé l'arbre, les arbres, la forêt. C'est des jeunes gens volontaires qui ont accepté de travailler avec le génie militaire pour viabiliser les routes. Nous avons acheté des tronçonneuses. On coupe les arbres et les engins viennent déraciner et puis déblayer pour permettre à la population de circuler, aux véhicules de passer dans un sens comme dans l'autre. Il n'y a pas que cette route. Vous allez voir la deuxième, c'est l'axe routier Mbao-Kamango, là où l'on vous dit le triangle de la mort, la route de l'enfer. Eh bien, nos militaires sont arrivés, ils ont ouvert le trafic, ils ont ouvert la voie pour permettre à la population de circuler, mais de régler ces grands centres-là, centres de production au centre de consommation, afin que les agriculteurs aient la possibilité de vendre leurs produits, d'abord d'aller récolter, de vendre leurs produits et d'en tirer des bénéfices. Voilà ce travail. Hier, de 13h à 17h, le chef d'état-major général est allé sur cette route
Personne n'est passé sur cette route depuis plusieurs années. Voilà ce que nous avons fait. Notre travail au service de la population congolaise, spécialement à Béni, à Tembo-le-Pérou, nous l'avons fait. Alors quand quelqu'un parle du militaire, qu'il est un peu plus de gras, voilà ce qu'il fait au service de la communauté, pour la liberté. Voilà. Regardez à quel endroit il se trouve. Et nous le faisons parce que nous sommes redevables au peuple congolais qui dépense son argent pour nous habiller, pour nous acheter des tenues, pour nous acheter des armes, des munitions. C'est le peuple congolais qui nous emploie. Et nous sommes le dernier ouvrier du peuple congolais pour faire ce travail. Le protéger et aller jusqu'au sacrifice suprême pour mourir sa place. Donc le général Moïse doit donner des explications au chef d'état-major général de la manière dont il procède, avec quel effectif il fait le travail qui est le sien, la tâche qui lui a été donnée dans le cadre des appuis aux opérations. De la même manière que nous, communication, nous faisons le travail des appuis aux opérations. Ça, c'est ce qu'on appelle trancher. Tout ce que vous voyez là, c'était une route comme celle qui relie Kitambo à Bangalore. Mais puisqu'elle n'était pas fréquentée par des gens, à cause de l'insécurité, la terreur, elle était redevenue une brousse sur laquelle les arbres avaient poussé. C'était le génie, a repris du travail, a dégagé la voie et a refait la route. Et on est en train de circuler de nouveau. Évidemment, ne croyez pas que les engins blindés, les véhicules blindés pour la protection des véhicules Yana Canero en Amérique. Vous avez bien vu que même chez nous, il y en a. Regardez cette forêt touffue en situation de paix rétablie. Les forces armées sont un agent de développement au service de la commune. Et tout ce que nous faisons, produire de l'eau, par forage, rouvrir les routes, donner des médicaments, soigner les malades, la population, avec nos médicaments en nous destinés aux hommes en opération. Ce sont des services de base fondamentaux que nous accomplissons au profit de nos populations. Et nous le faisons de belle manière. Là, c'est un monsieur, il est sur sa moto, il était tout le temps en brousse, mais maintenant il roule sur une route préparée, réhabilitée par l'armée. Ici, nous allons vers Mwalika. Vous avez appris que nous avons conquis Mwalika. Et à Mwalika, nos populations se livraient à l'agriculture, mais les adeptes s'y étaient installés. Ils interdisaient à la population d'y aller. Et quand elle y allait, elle devait payer 50 fois $100 à ces criminels, à ces assassins, pour accéder aux champs. Et même leur propre récolte, quand ils le faisaient, ils devaient revendre à ces adeptes moyennant de l'argent. Et les messieurs vendent, achètent, mais coupent aussi de l'argent, ramenant la population à la pauvreté totale. Nous avons libéré tout ça. Alors quand on vous en parle dans les médias occidentaux, ailleurs, on vous dit la ville de, la bourgade de. Regardez ça, on dit la ville de, c'est ça. Regardez. Comment accéder à un endroit pareil s'il n'y a pas de route? Et ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est de faire des routes là où il n'y en avait pas. Non seulement réhabiliter celles qui existaient, mais aussi relier celles qui existaient à des agglomérations où il n'y avait pas de route, de voie d'accès, pour permettre à la population de se sentir protégée, dégagée. Ça permet aux forces armées d'agir rapidement, donc ça raccourcit les délais d'intervention. Et quand on est informé, on va à des endroits comme ça pour protéger la population qui se sentent suffisamment assurée et donc sous protection des forces armées d'abord. C'est ce que ce monsieur dit toute sa journée, de se sentir protégé, de venir faire son champ et de rentrer chez lui sans difficulté, alors qu'il n'y accédait plus depuis plus de 15 ans, plus de 10 ans. Nous avons rétabli l'ordre de la paix, nous avons rétabli la sécurité, et aujourd'hui, les Congolais vendent de l'eau pour lui, récupèrent les recettes et font de ces recettes ce qu'ils veulent pour améliorer leur vie au quotidien. Les motards reprennent le travail parce qu'ils ont l'habitude d'aller dans ces champs-là, à Mwalika, et d'aider nos mamans, nos papas à transporter les charges pour les amener très loin, c'est vraiment de longues distances, et c'est des grandes charges, maïs, riz, mais également il y avait du chanvre planté par ce criminel qui s'est drogué avant de devoir exécuter des populations et dégorger les gens. Ici, on est à La Haye.
C'est là où j'avais été, là où on a trouvé 2 bunkers. Ça, c'est les chambres, évidemment, je vous en ai parlé. Là, on a trouvé 2 bunkers. Chaque bunker avait la capacité de 300 personnes que l'on exécutait. Il y avait également l'usine de fabrication de bombes artisanales. On l'a trouvé là-bas. Mais c'est également là-bas que j'avais présenté le fameux forum dans lequel il y avait l'argent venant du Burundi, de l'Ouganda, du Rwanda, de Tanzanie, de Kenya et d'autres pays encore. C'est là-bas. La haie. C'était un grand centre de radicalisation, un grand centre à partir duquel on planifiait les envois des taureaux de la mort vers les grandes agglomérations. Et personne n'avait jamais osé aller les chercher là-bas. Même d'autres forces en présence avaient dit, vous allez là-bas, vous échouerez. Mais nous sommes allés 2 jours de combat. Nous avons défait les gens qui étaient là-bas. Nous avons conquis la haie. Et la haie, c'était aussi un centre de communication parce qu'il y avait toutes les antennes de toutes les grandes chaînes et toutes les grandes entreprises de communication dans ce pays. Du côté de l'Est, donc le pays, il y avait des antennes à ce niveau-là. Donc ils pouvaient communiquer avec le monde entier à partir de là sans se rendre dans la ville. On comprend donc l'importance stratégique de la haie, pourquoi ils avaient basé toutes leurs activités là-bas. Voilà. Monsieur de la presse, nous tenons d'abord à remercier de manière particulière les populations de la République démocratique du Congo en général et la population de Beni, de Lubero en particulier, pour le soutien total apporté aux forces armées de la République dans l'accomplissement de la mission constitutionnelle qui nous a été donnée, celle de rétablir l'ordre de la paix dans la partie orientale de notre pays. Mais avant d'aller plus loin, au nom des forces armées de la République démocratique du Congo, nous tenons à présenter nos condoléances aux familles éprouvées par toute la cruauté et la barbarie, mais également aux familles des militaires tombés sur le champ d'honneur dans l'exercice de leur mission sacrée, leur mission constitutionnelle. Nous adressons également des félicitations aux médias, tous les médias, ces précieux partenaires qui nous ont aidés à aller avec nous, à cheminer avec nous, à la création des entretiens également de l'opinion, pour comprendre les enjeux de la guerre, pour obtenir l'adhésion de la population à l'action militaire, de manière à permettre à l'armée non seulement de gagner, mais aussi de resserrer les liens et de contribuer à la cohésion nationale dans cette partie de la République où l'ordre public et la paix étaient trouvés. Vous le savez, depuis le 30 octobre 2019, les forces armées de la République démocratique du Congo avaient lancé des opérations d'envergure destinées à éradiquer de manière définitive l'ADF, le mouvement terroriste ougandais, installé chez nous depuis 1995, mais également toutes ces forces supplétives locales. Entendez par là, Maï Maï ceci, Maï Maï cela, qui au moment où nous on combattait l'ADF, ces forces-là, nous les appelons supplétives parce que tout simplement, elles étaient en train de nous attaquer dans les arrières au moment où nous on s'attaquait, on fixait l'ennemi ADF pour les détruire. Grâce aux opérations d'envergure, dans les tout premiers 10 jours, nous avons conquis Mwalika, que je vous ai montré, vous avez vu les images. L'importance de Mwalika, c'était le grenier de Butembo et de Lubero. Et quand nous avons conquis Mwalika, après évidemment les opérations de nettoyage et de sûreté, la population a été autorisée à reprendre le chemin des champs pour exploiter, mais également récolter des récoltes. Cette opération a été organisée de manière suivante. Un registre a été ouvert, les gens ont été enregistrés, chacun a reçu un jeton, il devait aller à son champ. Non seulement il y avait le numéro du jeton, mais également le numéro du champ sur le même jeton pour permettre aux propriétaires du champ d'aller de revenir avec ses produits tout en se présentant au service de contrôle de pointage afin de ne pas permettre que l'ennemi qui avait échappé aux forces armées le revienne sous prétexte qu'il est propriétaire des champs et qu'il aille dans un champ d'autrui. Et cela nous a permis d'avoir le contrôle total de cet endroit et donc de permettre aux gens de reprendre leurs activités sans problème. Elles ont chanté, elles ont dansé, les mamans, mais également les papas ont apprécié, vous avez vu les images.
nous avons conquis La Haye. La Haye, c'était le centre de radicalisation. C'était après que les recrues soient regroupés à Moualika, ils étaient amenés à La Haye. L'entraînement, la radicalisation, mais également l'équipement se faisait à ce niveau et la planification pour aller vers différentes agglomérations afin d'aller couper les têtes, afin d'aller promouvoir et intensifier la terreur. C'est à partir de La Haye qui était les lieux de radicalisation, les lieux de planification, mais également les lieux d'exécution. Il y avait un appareil, une sorte de couperet, comme la guillotine du XVIe siècle, qui était là-bas, et tous ceux qu'on amenait là-bas, qui résistaient, étaient décapités. Finalement, nous avons conquis Mayangos, la poche, le grenier de la ville de Béni, en face de l'aéroport de Mavivi, pour ceux qui sont arrivés déjà à Béni, juste en face de Mavivi, il y a une forêt, une sorte de lisière qui va très loin, au-dedans de laquelle se trouvaient les lieux comme Mapoubou 1, 2, 3, et ainsi de suite. C'est de là que ces criminels sortaient, se dirigeaient vers le centre-ville, à la nuit tombante, pour venir couper le tête, pour venir intensifier la terreur et pousser les gens à fuir, à abandonner leurs habitations. Ce travail ayant été fait, il était question pour les forces armées, question essentielle, d'aller là où ça se planifiait, là où ça se décidait, et qui décidait pour aller le neutraliser. D'abord, le débusquer, le localiser, le neutraliser, et c'est ce travail qui a été fait le 10 janvier 2020. Nos forces ont conquis la place appelée Madina, dans la forêt touffue, vers la frontière entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Mais avant d'en arriver là, sur l'organigramme de l'ADEF que voici, 5 parmi les plus grands chefs ADEF recherchés ont été neutralisés. Je vais vous citer les noms et vous donner les fonctions de ces 5. Vous avez vu leurs photos défiler ici. Le premier, c'était Kambale Achubola, secrétaire particulier de Djamil Moukoulou, un Congolais originaire de Maïmoy. Djamil, vous le savez, c'est le patron de l'ADEF. Il a été contraint par nos forces à fuir. Il a été arrêté en Tanzanie. Il est dans son pays. Le deuxième criminel, assoiffé de sang, s'appelait Mouzé Wakazi. Mais son vrai nom, Nasser Abdou. Ce monsieur-là était instructeur de ZADEF. Le troisième, c'est une dame qui s'appelait Mama Sarah. Elle avait été chargée de la discipline de combattants ADEF. Vous avez vu ici une dame qui avait ce qu'elles appellent là-bas tchador noir. C'était ça l'uniforme des femmes militaires de l'ADEF, donc de femmes de la milice ADEF dans la forêt. Au-dessus, c'était le noir tel que vous avez vu, et en dessous, le rouge. C'est ça leur tenue, ainsi qu'on les a reconnus, et elle a même dit de s'habiller de cette manière-là. Ensuite, le monsieur qui était barbu là s'appelait Ibrahim Muzanganda, d'origine ougandaise. Monsieur Rajabou Kibouye, d'origine ougandaise. Voilà les 5 criminels terroristes les plus recherchés de l'humanité qui ont été à la base de la terreur, mais également de la mort de beaucoup de Congolais, dont on a déploré l'exécution à Béni, à Butembo, à Lubero. Ce sont ces gens qui planifiaient la mort à partir de Madina. Et les agents d'exécution se trouvaient les uns à Moualika, les autres à La Haye, là où l'on planifiait les exécutions avec la machine à tuer, mais les autres à Mayangos, là où ils venaient chercher la nourriture, les médicaments, mais également localiser les endroits qu'ils allaient frapper la nuit, et le temps d'exécution de la mort venait d'ailleurs. Et quand nous avons neutralisé de manière définitive ces gens dont je cite les noms, nous nous sommes attaqués à l'essentiel, c'est la conquête de Madina, et nous y sommes entrés le 10 janvier de cette année. Que représente donc Madina? Pour les forces armées de la République démocratique du Congo, Madina, c'est la place forte, c'est le quartier général de la terreur, c'est le centre d'impulsion et de décision de l'ADEF. En détruisant, en ayant conquis, en allant conquérir Madina, nous avons décapité l'ADEF, et tous les petits qui sont restés par groupe de 2 ou 3 sont pratiquement aux abois, en errance à travers les forêts, à la recherche de la nourriture
pour leur propre survie. Ils n'ont aucune possibilité de nous résister. Même déjà quand l'ADEF était au plus fort de sa gloire terroriste, il ne résistait pas aux forces armées de la République démocratique du Congo. Il évitait les combattants ou les miliciens, les terroristes, évitaient toujours de combat contre les forces armées de la République. Et maintenant que plusieurs des combattants redoutables mis hors d'état de nuire de manière définitive, nous estimons que la prise de Madina sonne le glas de l'ADEF et le travail qui est en train de se faire en ce moment, c'est le ratissage et le nettoyage des poches résiduelles éventuelles pour permettre à notre population d'aller dans tous les sens et d'évacuer librement ses occupations. Sûrement, beaucoup de gens spéculent autour du bilan. Nous avons, dans la guerre menée contre les ADEF, neutralisé et des gens comptés 81 combats neutralisés. Nous avons neutralisé et donc c'est des gens vus au sol, 81. Nous avons capturé 3 ADEF hier à Sembriki. Nous avons récupéré 60 armes, dont des PKM, des Kalachnikov, des lance-roquettes de 7 mm. Nous avons récupéré des bombes artisanales, une soixantaine. Nous avons récupéré 2 batteries et nous avons récupéré une unité militaire tanzanienne. C'est dire, et souvent on nous demande comment expliquer que l'ADEF ou certains éléments hors la loi portent la tenue des pharmaciens. Je me dis, l'objectif de ces gens, c'est chercher la tenue militaire des pharmaciens pour se réquiser, avoir des armes afin de venir opérer dans nos lignes comme étant des amis connus avec certitude. Et quand ils viennent, vous êtes dans votre position, vous avez mis les autres dans le trou, on voit venir quelqu'un en tenue, on dit tiens, ça c'est un ami connu avec certitude. Comme c'était le 27 décembre, ils sont venus juste à côté à Païda, à côté de notre état-major, habillés en tenue. Ils voulaient faire ce jour-là des dégâts terribles. Et ce jour-là, on avait perdu 2 militaires qui étaient à leur poste, qui ont fait leur travail dans le cadre de l'alerte, le veille à l'alerte. Ils ont versé le sang sur les champs d'honneur. Et c'est grâce à ce sang versé sur les champs d'honneur qu'il n'y a pas eu massacre dans la ville. Parce que c'était la veille. C'était précédé par une campagne d'intoxication terrible, au cours de laquelle il avait été dit que le 27, entre le 27 et le 30, on allait tuer plusieurs personnes dans la ville de Lyon. Grâce au sang versé par ces soldats martyrs, combattants de la liberté, ce jour-là, il n'y a pas eu de massacre. Et depuis, jusqu'à aujourd'hui, nous avons l'initiative, nous avons la capacité professionnelle et nous avons la latitude d'aller n'importe où, de neutraliser quiconque ose troubler l'ordre public et la paix, parce que nous avons mis en place des mécanismes très importants qui nous permettent, une fois alertés, d'agir immédiatement. Et quel est ce mécanisme qui a été mis en place? Nous avons créé le centre de coordination des opérations. Ce centre englobe les militaires, les policiers, les chefs de quartier, les chefs des rues, les jeunes, les mouvements associatifs, la FEC, les mamans commerçantes. Tout ce monde est dedans, aussi bien à Beni, à Butembo qu'à Lubero. Nous avons mis en place ce mécanisme. Nous avons donné un numéro vert auquel on nous contacte en temps réel et nous intervenons immédiatement parce que nous avons des unités sur pied disposées, dédiées à l'intervention rapide pour aller là où l'alerte est donnée pour sauver les vies humaines, et nous le faisons. C'est de cette manière, avec l'arrivée de policiers qui avaient pour tâche de protéger les agglomérations mais également la population, soutenue par les unités de forces armées, ce travail s'est fait de manière exceptionnelle. Et aujourd'hui, ce mécanisme fonctionne très bien. Comment est-il opératif? Les différents membres de ce centre de coordination des opérations, donc des cellules d'alerte, ont reçu chacun un téléphone dans lequel nous avons mis du crédit à Beni et ailleurs. Et ces gens ont pour tâche, chacun sur son avenue, dès qu'ils voient venir quelqu'un que l'on ne connaît pas, s'il vous plaît, CCO, à la minute même, l'unité sur pied est mise immédiatement en route, elle va intervenir sur le théâtre, elle opère, elle neutralise l'individu ou les individus non identifiés
qui menaceraient l'ordre et la paix, ils sont immédiatement neutralisés et c'est ainsi qu'on évite les tueries, c'est ainsi qu'on évite la violence, c'est ainsi que le jour de Noël, les gens à Béni, à Bouté-Molobéo, contrairement à ce qui se disait n'importe où, les gens criaient la nuit, nous on se disait, c'est que les gens se font tuer. Mais quand nous sommes allés, on trouvait des gens ivres, on les prenait pour les conduire vers chez eux. Donc la joie de se vivre un feu de Noël sans violence, les gens s'en sont donnés à cœur joie jusqu'au petit matin. Et ça, c'est votre armée qui l'a fait. Elle l'a fait de belle manière et elle continue à le faire. Également le 31 décembre, ça s'est passé de très belle manière jusqu'aujourd'hui. Et le travail continue grâce à ce centre de coordination des opérations au numéro vert mis en place et communiqué à tout le monde. Quels sont les critères de succès sur lesquels nous nous sommes basés pour arriver à ces résultats? Le premier critère, c'est le soutien de la population. Notre population a compris que sa vie dépendait de la collaboration avec les forces armées. Qu'en soutenant l'armée, qu'en aidant l'armée à aller de l'avant, en aidant l'armée à localiser, identifier, indiquer et dénoncer les positions, les plans, les caches où se terraient, c'est criminel. Et c'est aider elle-même. C'est un devoir citoyen. Elle a aidé l'armée à aller neutraliser. Le deuxième critère de succès, le soutien des médias. Vous avez été avec nous. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, vous avez été avec nous, vous ne nous avez pas abandonné. Vous êtes restés avec nous. Dans le trou, comme dans les collines. Je me souviens, il y a 3-4 personnes dans cette salle qui ont été avec moi nuit et jour, de 7h à 19h. Chaque jour, et cela pendant près de 12 jours. Le troisième critère de succès, je venais de l'évoquer, j'ai représenté les avantages, c'est la création de CCO et des cellules d'alerte. Ce sont ces cellules, jusqu'aujourd'hui, qui ont permis, comme nous quand on était petits, moi en tout cas je me souviens avoir grandi dans une société minière où mes parents, mon père travaillait. Quand quelqu'un revenait nous voir dans la cité minière, le même jour, l'administrateur de la cité venait dire « Papa Gilbert, quelqu'un est arrivé chez vous aujourd'hui mardi. Il va quitter quel jour? Il va quitter dans 5 jours. » 3 jours avant que cette personne ne quitte pour rentrer là où il était venu, le chef de la cité venait dire « Bon, il reste 2 jours. Hein? » Il dit « Oui. » Il reste 1 jour? Oui. Et le dernier jeudi, il doit partir aujourd'hui? Oui, il part. Et on voit cette personne partir. C'est ce qu'on appelle le Yubakumi là-bas. Ça a servi, c'est en train de servir. Qui vient, d'où il vient, où il va et pour quel motif? Ça a servi. Ça doit continuer à servir. Nous avons également l'arrivée et le déploiement en grand nombre des policiers venus de Kinshasa. Et ces policiers, avec les militaires de forces armées, l'unité chargée de la protection de la ville et les policiers qui sont arrivés, on a multiplié les opérations de bouclage dans tous les quartiers pour s'assurer que tout le monde écrit, mais également les patrouilles diurnes et nocturnes, pédestres et motorisées. Et tout le monde a senti l'autorité de l'État. Et tout le monde a eu confiance dans les agents de l'État, policiers comme militaires, la main dans la main, avec la population. Comme on dit, la population et l'armée vivant comme le poisson dans l'eau. Tout a été organisé de cette manière et nous sommes arrivés au résultat que vous avez vu, que vous avez sûrement apprécié, je pense. Vous savez, les forces armées ont la particularité de travailler dans la discipline en respectant un certain nombre de valeurs qui sont spécifiques au fonctionnement de l'armée. Il s'agit de la discipline, mais au plan international, parce que nous sommes membres des Nations Unies, il s'agit du respect des droits de l'homme. Il s'agit également du respect du droit international humanitaire. Et dans la conduite des combats, il y a les règles d'engagement. Quelles sont ces règles, notamment quand vous prenez un combattant désarmé, vous devez le protéger, vous devez le nourrir, vous devez le soigner s'il est blessé. Vous avez vu les personnes que l'on vous a présentées, notamment la dame, quand bien même elle a menacé, mais elle est nourrie, elle est habillée, elle est protégée, elle est soignée par nous. C'est une personne qui a pris des armes contre la République, mais nous l'avons, bien que arrêtée, nous la soutenons, nous l'entretenons, nous la nourrissons, nous la soignons en cas de maladie. À côté des différentes opérations militaires et des résultats que nous venons de vous présenter, il y a les réalisations au profit et au bénéfice de la communauté. Donc
population. Quelles sont-elles? Vous avez vu le forage d'eau, c'est le génie militaire qui est en train de le faire. Vous avez vu la ouverture de routes d'intérêt national et d'intérêt provincial ou agricole. Nous sommes en train de le faire et nous le faisons de manière sûre, mais très rapidement, afin de permettre à l'activité économique d'être fluide. Le génie militaire a ouvert la route Kassinga Kididiwe Mbao. De la même manière, il est en train de rouvrir la route nationale numéro 4 Mbao Kamango pour permettre aux gens d'aller et de venir sans difficulté, en sûreté et en toute sécurité. Nos forces armées, là où elles se trouvent, interviennent pour les malades, notamment en soignant ceux qui sont malades, mais en protégeant également les centres où sont soignés ceux qui sont atteints par la maladie à virus Ebola. Vous vous souvenez, la plupart des temps, voyous, maïmaï, voyous, terroristes, voyous, ceci, ils vont attaquer le centre, détruisent. Nous disons, tout ce qui reste à faire, c'est arriver à un résultat final. Ce résultat final, c'est la paix de cœur et des esprits. Comme la population est derrière nous et que l'ennemi en face, l'ADF, est identifié, localisé, mais avec des résidus par groupe de 1, 2 en train de fuir pour chercher la nourriture et des lieux pour se cacher pour sa propre survie, nous avons l'obligation d'en finir. Cette fois-ci, c'est la dernière. Nous n'avons plus à réguler. Nous allons neutraliser de manière définitive toute attitude qui serait apparentée à l'ADF et ses forces supplétives sera anéantie. Parce que c'est ça notre travail. Notre population, nos papas, nos mamans, nos soeurs, nos enfants ont tous souffert à l'Est, au grand nombre. Cette fois, c'est la dernière. Et nous vous disons, il faudrait que la réalité ADF appartienne au passé. Parce que c'est cela le travail que nous avons, la mission que nous avons reçue. Merci. Moi, c'est Geneviève Makoulou, je suis journaliste à Guinée 24 à la télévision. La conquête de toutes ces villes et localités, quels sont les mécanismes que les FARDC ont mis en place pour pérenniser la paix et pour faire de sorte que ces territoires qui étaient bastions des ennemis ne soient plus récupérés? Il y avait la décision du chef de l'État d'implanter l'état-major de FARDC à Béni. Où en est-on avec cette décision? Je réponds au nom de Armandine Pola, je suis journaliste à la télévision CMB-DJ. Est-ce que vous confirmez que vous avez mené ces opérations sans l'appui de la MONUSCO? Parce que la MONUSCO dit toujours mène des opérations conjointement avec les FARDC dans la partie est du pays. Après la conquête d'une partie du nord, presque toute la région du Nord Kivu, est-ce que vous comptez maintenant attaquer le sud Kivu là il y a d'autres groupes armés, on parle des En général, par rapport, vous avez fait les éloges de nos éléments de FARDC. Je veux savoir quelles sont les mesures d'encadrement que vous avez mis en place par rapport à la population et tous ces éléments-là que vous avez neutralisés. Les offensives contre les ADF sont terminées ou il y a encore des choses à faire? Et la deuxième question est de savoir où en êtes-vous avec la bataille sur l'axe Mbao-Kamango? Est-ce que vous êtes déjà arrivé à la frontière avec l'Ouganda? Merci. Le porte-parole, ma question concerne beaucoup plus les éléments Maïmaï. Pour ce que vous avez fait contre les ADF, mais pour ce qui concerne les Maïmaï, qui continuent à mettre les pots de banane sous les pieds des FARDC, qu'est-ce qui est en train d'être fait présentement? Parce que vous parlez des succès, mais les Maïmaï sont en train, à un certain moment, soi-disant en autodéfense, mais ils vous trahissent à un certain moment. Qu'est-ce qui est fait contre ces Maïmaï présentement? Merci beaucoup. Ok. Mécanisme pour pérenniser la paix et puis état-major implanté, oui ou non, à Béni. Voilà. Madame, pour pérenniser la paix, je l'ai dit, un certain nombre de stratégies ont été élaborées et présentement, non seulement les éléments qui ont conquis les différents objectifs restent sur ces objectifs pour s'y installer, mais également des fortifications militaires vont être érigées de manière à ce que la viabilité et la sécurité partent de ces endroits vers la frontière avec les pays voisins afin d'avoir une stature de stabilité définie.
Deuxième élément, vous demandez si l'état-major est implanté conformément à la décision de la plus haute autorité, si l'état-major avancé ou le QG avancé, l'état-major des forces armées, effectivement, je réponds, madame, que moi-même, je suis membre de cet état-major, je viens de là, notre état-major est implanté à Béni, c'est à partir de là que nous travaillons et assistons les unités engagées à faire leur travail et de la manière dont vous avez les résultats. Une deuxième question est venue par rapport à l'appui de la MONUSCO. J'ai toujours dit, et je soutiens, que la MONUSCO est un partenaire très précieux. Souvenez-vous, depuis 1960, à l'accession de notre pays à l'indépendance, quelques temps seulement après, le Congo a eu des problèmes, les Nations Unies sont venues au secours de notre pays. Et tout au long de l'histoire de notre pays, l'ONU a toujours été, d'une manière ou d'une autre, avec nous. Et donc, je reconnais que c'est un partenaire précieux qui nous apporte, conformément à son mandat et à l'arrangement technique qui détermine ses obligations ou ses missions, la MONUSCO a toujours fait ce qu'elle a à faire par rapport à ce mandat. Maintenant, vous me demandez si, dans ce que nous venons de faire maintenant, est-ce que nous avons opéré avec la MONUSCO? Je vous dis, madame, nous avons été seuls sur le théâtre à faire notre travail chez nous. Merci. En ce qui concerne la troisième question, quel est le rapport exact ou l'apport exact de la population? Je l'ai dit, j'ai décrit, notre population s'est mise debout, celle de Béni, de Boutembo, de Goubero, elle s'est mise debout contre un seul homme et nous a dit, nous arrêtons de ne pas soutenir les forces armées. Nous allons tout droit avec vous, nous cheminons avec vous, parce que nous l'avons dit, la victoire n'appartient ni à l'armée, ni au chef de l'État, ni au chef d'état-major général. C'est la victoire des forces armées de la République démocratique du Congo. Non, c'est plutôt la victoire du peuple congolais qui a mandaté son armée pour se battre à sa place et rétablir la paix. Donc c'est la victoire du peuple congolais dans son entièreté qui en avait ras-le-bol avec la violence. Et donc l'apport spécifique de la population, c'est la dénonciation, c'est le renseignement, c'est l'information, c'est la décision d'être avec l'armée et de l'amener vers la victoire totale. Elle l'a fait, notre population de Béni-Boutembo l'a fait, elle l'a fait de belle manière et c'est sa victoire que nous sommes en train de savourer. Une nouvelle question, est-ce que les offensives continuent ou bien elles sont terminées parce que vous avez atteint, j'ai dit, nous avons conquis des objectifs militaires terrain. Mais les objectifs, ce n'est pas seulement des objectifs militaires terrain, il y a également des objectifs dans la population. Sur le terrain, les offensives continuent parce que nous avons mené des opérations de ratissage, des opérations de nettoyage. L'objectif étant d'arriver à la sûreté. Et quand nous avons la sûreté, c'est sûr donc que l'ennemi ne peut plus opérer dans nos lignes, l'ennemi ne peut plus opérer dans nos populations, nous l'avons neutralisé de manière définitive. Aujourd'hui, Dieu merci, nous avons atteint ces objectifs, nous avons neutralisé ce que nous avons, dont nous avons donné l'identité, nous avons également mis hors d'état de nuire un grand nombre de terroristes. Mais nous disons, l'ADEF avait des forces supplétives. Et ces forces supplétives, c'est notamment ce qu'on dit maï-maï. Nous ne pouvons plus accepter, et le chef de l'État était formel à ces sujets, nous ne pouvons plus accepter que pendant que nous sommes en train de neutraliser de manière définitive l'ADEF, qu'il y ait des forces supplétives qui nous fassent la guerre. Je vous informe que pendant qu'on tapait l'ADEF à Mapobu, pendant qu'on tapait l'ADEF à Laé, pendant qu'on tapait l'ADEF à Moualika, y compris à Maïros, les Maïmaï nous avaient attaqué 32 fois. Et donc, les Maïmaï sont tout autant de forces négatives à neutraliser que l'ADEF. À ce titre, nulle place ne doit rester où il y a une force négative contre la paix et la sécurité dans notre pays. Nous allons les neutraliser de manière définitive. Et donc,
qu'une seule option. Déposer les armes et se rendre sans condition, ou alors le rouleau compresseur de forces armées de la République va rouler sur eux, et parce que c'est ça le travail, on va le faire. La question sur l'axe Mao-Kamango, est-ce que oui, la route est ouverte? Et aujourd'hui, je vous ai montré les images, le triangle de la mort, le chef d'état-major est allé à pied hier. Il est revenu en compagnie non seulement des grands officiers de l'état-major, mais également en présence des témoins qui sont allés voir, les médias sont allés voir le travail effectué par les forces armées et de quelle manière ce travail est effectué. Maintenant, là, la route est dégagée, nous sommes en train de faire ce travail parce que je vous ai dit, l'objectif est d'abord de rétablir les grandes routes qui avaient été abandonnées et donc envahie par la végétation sauvage, mais également de tracer de nouvelles qui vont relier les centres de production aux centres de consommation pour que nul n'en ignore l'intérêt économique. La population là-bas est totalement agricole. Elle produit pour dégager, il y a des problèmes. En faisant ces nouvelles routes, en ouvrant les anciennes, en les reliant aux nouvelles, on viabilise la vie et on permet à nos papas, à nos mamans, qui sont agriculteurs comme nous, fils d'agriculteurs, d'amener leurs produits vers les centres de consommation et de bénéficier de l'argent pour les répartitions. J'ai déjà rencontré les préoccupations, vous dites, qu'est-ce que nous allons faire avec des maïs? Mais les FARDC ont l'obligation de les neutraliser. N'oubliez pas, je vous ai parlé dans les documents quand je vous montrais les images, qu'il y a la pression militaire, mais qu'il y a également la dénonciation de la population. Tous ceux qui se disent maïs, hier, comme vous l'avez dit, force d'autodéfense, aujourd'hui, force supplétive, nous leur disons, déposer les armes, ça va. Et ceux qui ne le font pas, nous les neutralisons par le moyen de la force, par la contrainte. Mais en dépit de cela, nous avons beaucoup de maïs qui se sont déjà rendus. D'autres qui manifestent l'intention de se rendre en envoyant soit leur idée, en envoyant des messages à travers les chefs coutumiers, en envoyant des messages à travers certains leaders d'opinion pour dire nous n'avons pas la capacité de résister à l'armée nationale, nous nous rendons, nous nous conformons au mot d'ordre du chef d'État commandant suprême de sortir de la brousse des régions de l'errant de la patrie pour servir le pays afin qu'il se développe. Voilà. Après la conquête pour presque toute la région du Nord Kivu, est-ce que vous comptez maintenant attaquer le Sud Kivu? Là, il y a d'autres groupes armés, on parle des Mino. Mon général, est-ce que vous confirmez qu'après la conquête de Médina, il n'y a plus un autre bastion des rebelles ADF, parce qu'il y a un mouvement terroriste avec un bastion, on vient de l'apprendre. Vous avez parlé des prouesses de l'armée. Quels sont les vrais défis pendant que tout le monde prie à l'infiltration, pendant que tout le monde prie au manque d'effectifs insuffisants de l'armée? Vous allez remarquer qu'après les exactions comme celle de l'Est de la RDC, il doit rester des faits psychologiques qui risqueront plus tard de faire déménager les populations vers les autres contrées du pays. Est-ce que le gouvernement congolais a tenté de prendre plusieurs dispositions pour maîtriser la psychologie des populations pour qu'ils ne puissent désormais fuir tous les lieux là où ils ont vu perdre les leurs ou connaître beaucoup d'exactions? Les systèmes de communication à l'Est, nous avons remarqué que c'est beaucoup plus biaisé à soutenir beaucoup plus la force du mal que les forces armées. Et qu'est-ce que SIFA, qui est en face de nous aujourd'hui, attend pour installer son propre moyen de communication, entre autres une radio, là où chacun avec son transistor, même en brousse, il pourra suivre les véritables informations des opérations des forces armées? Alors nous ne savons pas qu'attend SIFA pour installer sa propre radio là-bas. Est-ce les moyens? Est-ce les personnels? Merci beaucoup. Notre frère a demandé si nous allons nous arrêter au Grand Nord et laisser le Sud Kivu ou le Nord Kivu, ensuite le Sud Kivu sous la coupe de forces négatives. Non, nous disons non.
Les forces armées de la République démocratique du Congo, leur champ d'action, c'est l'ensemble du territoire national. À ce titre-là, tout groupe armé, tout groupe hors la loi, illégal, qui a pris les armes sans en avoir ni compétence ni capacité, conformément aux textes légaux et à la Constitution de la République, ce groupe-là doit disparaître. Et donc, nos forces armées ont déployé les hommes, non seulement dans les grands nord, mais également au nord Kivu, au sud du sud Kivu, au nord du sud Kivu, également dans le Katanga, comme on l'a fait il n'y a pas très longtemps, dans le Kasaï, pour combattre les Kamouina Sapou. Je viens de vous parler de prouesses réalisées par nos forces armées au Maniema. Nous venons de neutraliser de manière particulière et professionnelle la milice ou les Maïmaï qui écumaient la paix à Salamabila. Donc, le groupe Ngomino auquel vous faites allusion est à classer au même titre que tous les autres, dès lors qu'il enfreint la loi et qu'il trouble l'ordre public et la paix, il s'expose à la rigueur de toute la loi et à la capacité professionnelle de forces armées de la République démocratique du Congo. Nulle place ne sera passée où il subsistera un seul groupe armé contre les lois de la République ou contre le prescrit légaux. Les mesures d'encadrement mises en place, bon écoutez, vous savez très bien, nous sommes une armée, nous avons des choses que nous faisons et nous le faisons de manière à mettre notre population partout où elle se trouve dans des conditions acceptables et d'équité. Beaucoup de mesures ont été prises pour encadrer notre population. Et beaucoup de mesures ont également été prises pour que les relations entre les militaires et la population soient les meilleures possibles. En tout cas, des mémoires d'historiens, des mémoires des militaires et des mémoires des journalistes, puisque vous êtes là. Je ne sais pas depuis le début de la guerre, les opérations d'envergure, le 30 octobre jusqu'à ce jour, il a été répertorié un seul endroit où il y a eu une bavure commise par un seul élément de forces armées contre nos populations. Je ne m'en souviens pas. Parce que sinon, j'aurais été le premier à en parler et à dénoncer. Non seulement que nous avons l'obligation de dire ce que nous faisons bien, nous avons aussi le devoir de dénoncer ce qui n'est pas bon. C'est pour ça que l'auditorat est derrière les unités militaires, la cour opérationnelle comme on dit, derrière les unités militaires sur le théâtre, pour suivre, évoluer, travailler avec les militaires afin d'éviter qu'on puisse aller à gauche, à droite. Et donc, vous ne pouvez pas avoir des difficultés, les résoudre et ne pas harmoniser les rapports avec la population parce que notre travail est lié au bien-être de la population. Et donc, beaucoup de mesures ont été prises et ces mesures ont pour but spécialement d'améliorer les relations entre nous et la population, mais surtout de sécuriser davantage la population parce que c'est elle qui est notre employeur. On nous demande s'il y a d'autres nations à l'EF. Mon frère, j'aimerais vous dire, la conquête de Madina, dernier bastion de la l'ADEF, ne signifie pas que toutes les poches résiduelles de l'ADEF sont connues et ont été découvertes et neutralisées. J'ai dit, le QG de l'ADEF a été neutralisé. C'est le centre de gravité que nous recherchons. Quand nous aurons neutralisé ce monsieur-là, nous serons heureux de dire, pour nous maintenant, l'histoire ADEF est terminée, ça reste un travail de la police afin qu'elle fasse le travail de maintenir l'ordre public. En ce qui nous concerne, c'est vrai que nous avons conquis Madina, mais il y a New Madina que nous sommes en train d'atteindre. Et vous vous dites, est-ce qu'il y a d'autres défis? Et si ces défis existent, y a-t-il des solutions? Parce qu'on parle des déficits et des effectifs. Mais qu'est-ce que vous en savez? Avez-vous réellement des informations sur nos hommes, sur la manière dont est organisée notre armée? Vous savez, quand on planifie la guerre, on la planifie de manière que quand on atteint un objectif, il y a des solutions de rechange ou des solutions alternatives pour aller au-delà. Toutes les unités des forces armées ne peuvent pas être engagées sur les terrains de combat en une fois.
Regardez l'ensemble de notre pays quand même qui est un continent. Est-ce que vous nous voyez, nous, déployer toutes les unités, ne pas avoir des réserves pour pouvoir aller à un endroit et ne plus avoir des troupes en réserve pour que celles-ci viennent en appui ou prendre la place de celles qui doivent se reposer, se réorganiser, se recycler, s'entraîner pour retourner sur le terrain. Nous sommes 9e armée au monde, en Afrique, et 72e au monde. Les gens qui nous ont classés comme tels se sont basés sur un certain nombre de critères professionnels et techniques, y compris logistiques. Et ils savent donc que nous sommes très combatifs. Ils savent donc que nous sommes suffisamment professionnels, mieux organisés. Et que quand nous faisons ce travail, nous nous disons, en cas de solution A, nous aurons la solution B pour dépasser ce décret et surmonter la difficulté puis vaincre. Donc, faites confiance. C'est vrai que vous avez le devoir de vous inquiéter, mais vous avez aussi le droit de savoir. Ce que vous devez savoir, c'est que nous sommes organisés suffisamment pour pouvoir faire face à cela et y remédier en temps utile. De laisser 50 par des stigmates qui laissent la guerre, et si le gouvernement a pris des mesures, des dispositions pour que la population ne fuit pas, c'est justement ça le travail que nous faisons. Les services sociaux de base sont produits par les forces armées. Objectif, permettre à la population de rentrer dans son village, de rentrer dans ses quartiers, de rentrer dans ses champs, sous la protection des forces armées, de manière à ce qu'elles se sentent protégées dans l'assurance de mener sa vie comme par le passé. Vous savez, la guerre, quand elle commence, on commence par la coercition. Ensuite, on vient à la période de stabilisation. À la fin, on vient à la période de normalisation. Entre ces différents stades-là, ces différentes étapes-là, il y a des travaux qui sont faits par les forces armées et également des travaux qui vont être faits par la police et l'autorité locale. Nous avons l'obligation de mettre les populations les unes à côté des autres dans la cohésion pour la renforcer et permettre aux gens de vivre tranquillement les uns avec les autres. Et dès qu'on a dépassé ce stade-là, tout ce qui vient après, c'est des mesures sociales ou socio-psychologiques pour permettre aux gens de vivre non pas dans la panique, comme à l'époque la terreur, mais dans l'assurance, parce que les forces armées sont établies et les forces de l'ordre sont présentes et les gens retrouvent la quiétude. Donc, rassurez-vous, les mesures sont prises. Notre présence sur ces théâtres-là, c'est un facteur de taille pour permettre à ce que rien ne se passe. Le système de communication qui est biaisé. Est-ce que SIFA a pris des dispositions à Béni et ailleurs pour pouvoir remettre de l'ordre et encadrer ou cadrer la communication? Oui, j'ai eu le bonheur de vous informer que depuis 4 jours, nous sommes en train d'emballer des metteurs 200 mètres de kilomètres carrés, les metteurs radio de SIFA que nous allons implanter à Béni. Celui de Béni de 2 km, le nombre est de 200 km. Il y avait des accessoires qui devaient être achetés, amenés. Nous les avons achetés complètement. Cette radio va quitter Kinshasa, si pas ce soir, c'est peut-être demain matin, à bord de nos avions, nos vecteurs de stabilité. Ces matériels vont quitter Kinshasa, en tout cas dans les 48 heures, à destination de Béni. Nous avons déjà trouvé un lieu pour implanter ou installer en tout cas l'émetteur. Nous avons décidé que cet émetteur doit être consacré et dédié aux émissions de forces armées en direction de la population. Nous ne sommes pas arrêtés là. Un deuxième émetteur, nous allons dans le mois qui vient, donc en février, peut-être fin janvier, début février, nous allons installer un deuxième émetteur à Bounia. Nous en avons déjà. En tout cas, ici, à l'état-major général, nous allons l'implanter à Bounia. Mission, sensibiliser et éveiller la conscience nationale et patriotisme chez nos compatriotes qui sont là-bas. Ça, c'est au plan matériel et logistique. Mais au plan psychologique et social, s'il va organiser une session de formation à Béni au bénéfice de 36 organes de presse, s'il va faire venir de Kinshasa des professeurs d'université qui ont passé 5 jours à Béni au cours d'une session de formation, ensemble avec les collègues journalistes de là-bas,
nous avons passé en revue les réseaux sociaux, avantages et inconvénients, la communication opérationnelle, la communication de crise, les traitements de l'information, la récolte, les traitements et la communication. Et nous avons, au bout de la 5 sessions de formation, remis des diplômes, des brevets de participation, mais également des accréditations aux collègues qui sont désormais membres du réseau de pôles de correspondants de communication, donc spécialistes de la communication militaire. Certains parmi les confrères dans cette salle étaient à Béni en ce moment-là et ils peuvent aussi témoigner. À l'issue de cette session de formation, les collègues confrères de Béni, Temolobero et même deux qui étaient venus du Bounia ont signé un document qu'ils ont mis en réseau, vous l'avez sûrement lu, dans lequel ils s'étaient engagés à soutenir de manière efficiente les forces armées et à faire une communication citoyenne. Et ils ont pris l'engagement de nous aider, de nous soutenir, d'aller avec nous jusque là où nous sommes aujourd'hui. Ils sont déterminés à continuer avec nous parce que c'est le métier qui l'exige. Voilà, merci beaucoup.